toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Solidarité pour un nouveau petit déjeuner solidaire. L'accès au numérique est devenu un enjeu majeur de notre époque. Savoir vivre au rythme des nouvelles technologies, en particulier d'Internet, c'est pouvoir appréhender le monde et le comprendre dans son actualité immédiate et surtout dans sa globalité, dans la multiplicité de ses cultures et de ses richesses. Évidemment, d'autres besoins, d'autres réalités sociales et économiques constituent bien évidemment souvent l'urgence pour des millions de personnes dans le monde. Mais si l'on veut inscrire un pays sur la voie du développement, c'est aussi dans la direction du numérique et de l'accès au numérique qu'il faut s'orienter. Cette démarche purement démocratique, nous devons la privilégier aussi dans nos pays développés, car nombreux sont encore ceux qui restent au bord du chemin. Ce sont les publics éloignés de l'outil informatique pour cause de précarité, de handicap, pour cause de vieillissement, pour cause de détention également. C'est à ces personnes et aux associations qui se sont données pour objectif l'accessibilité du numérique à tous que j'ai choisi de consacrer l'émission d'aujourd'hui. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Claire Gouni. Bonjour. Vous êtes chef de projet ASSOCLIC au sein de l'association Ateliers sans frontières. Alors, pour favoriser l'accès à l'informatique pour tous, Ateliers sans frontières a mis en place un appel à projet ASSOCLIC qui vient d'être publié. Ça s'est passé le 30 mai, c'est ça? 30 mai, oui. Voilà, dernier. Celui-ci donc a pour but d'aider à l'équipement informatique de projets et d'associations qui favorisent l'intégration sociale, l'éducation ou la formation via l'outil informatique. Et en particulier aux associations qui offrent une formation gratuite. Ce sont des plateformes de formation à l'informatique au public encore non touché par le numérique. Alors c'est un projet qui a été initié au Maroc, c'est ça? Oui, ça fait déjà 2 ans qu'on le met en place au Maroc, où il y a 1200 ordinateurs qui ont été distribués à 162 associations. Et donc en fait, l'idée a émergé là-bas, et comme on a vu que c'était une réussite au Maroc, on s'est dit il y a aussi beaucoup de besoins ici en France, donc cette année on met en place en Île-de-France, et aussi on va le mettre en place cette année en Algérie et en Roumanie. Voilà, et bien sûr vous nous raconterez l'évaluation de ce projet qui est tout à fait positive. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Julie Bayeul, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice réseau et projet au sein de l'association Nord Internet Solidaire. Vous venez de Roubaix, c'est ça? Tout à fait. L'ANIS, donc on va parler de SIC parce que ça ira plus vite, ASF, ANIS, AEDEV, on verra de quoi il s'agit. L'ANIS a pour vocation la valorisation, je vous cite, la promotion, la réflexion et l'animation autour des usages citoyens et solidaires des technologies de l'information et de la communication. Considérez que l'émergence d'Internet et du multimédia a constitué une réelle plus-value dans le champ du social à condition d'être véritablement vulgarisé et rendu accessible à tous. Vous proposez donc de communiquer sur la dimension citoyenne d'Internet à l'aide d'outils, un site Internet, une newsletter. Vous animez un réseau d'acteurs aussi de ces fameux TIC. Vous jouez en fait aussi un rôle de centre de ressources. Donc on est vraiment dans la réflexion sur la citoyenneté et les valeurs d'Internet. Vous nous parlerez également des Roomix, qui sont ces rencontres ouvertes du multimédia et de l'Internet citoyen et solidaire. Vous les organisez depuis 3 ans. La prochaine édition, c'est mercredi prochain, le 25. La semaine prochaine, sur le thème intergénérationnel et TIC. Voilà, donc on verra qu'à chaque fois vous prenez en charge une vraie thématique très impactante. Et là, on parle évidemment de dimension intergénérationnelle qui commence à vraiment fonctionner entre les seniors et les jeunes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Denis Rakoto-Noera, j'y suis arrivée. Oui. Vous êtes directeur de l'association e-développement, donc l'AEDEV. C'est une association qui a pour objectif d'encourager l'usage des technologies de l'information et de la communication, donc les TIC, dans les pays du Sud et surtout de les mettre au service du développement durable. On verra que ça va avec. Si on veut s'inscrire dans de la démocratie et de la citoyenneté, forcément, on est aussi dans du développement durable. Ce sont les pays du Sud qui sont évidemment les plus victimes de cette fameuse fracture numérique. Donc AEDEV propose d'apporter un soutien numérique aux structures à but non lucratif, donc des pays du Sud. Vous agissez notamment en Afrique. En Afrique surtout. Voilà. Les écoles, les universités, les associations, les collectivités locales, les établissements de santé également. Vous leur offrez la création de sites internet gratuits. Vous effectuez à leur place des recherches aussi sur internet dans le but tout simplement d'économiser le coût de la communication. C'est aussi simple que cela, parfois, la solidarité. Vous proposez de la formation en ligne. Bref, quelque part, vous offrez du contenu web à tous ces organismes à but non lucratif. Vous vous positionnez un petit peu en complémentarité d'ASSOCLIC qui va développer justement l'apport de matériel informatique justement à ces pays, notamment les pays du Sud. On verra de quelle façon. Vous nous parlerez de votre projet sur le sol français. Il y a un projet de centre de formation
parisien, assistance, maintenance informatique, là aussi de façon aussi à l'exporter. Bon, en fait, c'est une très belle histoire, vous nous raconterez tout à l'heure. Qui peut être d'ailleurs mis en relation avec les autres projets présentés sur le plateau. Voilà, exactement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, monsieur Pierre Guillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable département accessibilité numérique à l'association Braillenet. Alors, Braillenet, c'est une association qui existe depuis 10 ans. Vous vous adressez à une population évidemment éloignée du numérique bien particulière. Ce sont les personnes déficientes visuelles. Braillenet met une campagne justement pour que le web soit accessible à tous par la réalisation, la diffusion de guides justement qui facilitent la conception de pages web accessibles parce que c'est de cela dont il s'agit. Il faut que les codes soient bien faits. Et normalement, on va dire qu'à la base, le World Wide Web devait être conçu pour être accessible à tous. Et ça, c'est depuis son origine. Il suffit de mettre les bonnes balises dans le code HTML, dans le code de fabrication. Or, c'est pas fait partout. C'est tombé vite, c'est pas respecté. Alors que c'est pas si compliqué que ça de faire en sorte que oui, ça puisse être utilisé aussi avec les outils des personnes non-voyantes. On verra qu'il y a des claviers particuliers en braille qui permettent justement le décodage de ces pages web, la synthèse vocale, etc. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah oui, puis aussi à préciser, vous êtes pour une harmonisation européenne des pratiques. Vous avez vraiment une réflexion sur le rayonnement à l'échelon européen de ces pratiques. On a une action française et européenne. Voilà. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Lorsque la solidarité s'organise autour de l'accessibilité au numérique, nous le voyons, ça donne évidemment un foisonnement de bonnes idées, de bonnes pratiques qui peuvent justement circuler de pays en pays à la vitesse de la lumière. Ça constitue du lien justement entre tous les terriens finalement, ni plus ni moins. La solidarité numérique au service de la solidarité tout court et de l'humanité, c'est ce que nous allons voir dans la première partie de cette émission. Alors Julie Baillet, je vais commencer avec vous. La problématique, donc, elle est double. Déjà, il faut organiser l'accès de l'outil numérique aux personnes qui sont éloignées, donc Internet, technologie de l'information, de la communication. Mais il faut aussi permettre faire en sorte que finalement ces accès Internet les replacent sur la voie du progrès, sur la voie de l'intégration sociale et économique. Et finalement, de cette façon que le monde numérique peut participer véritablement au déploiement d'une vraie mondialisation solidaire humaniste qui s'inscrirait dans une logique de développement durable. Pour resituer un petit peu les choses, quand on parle de public éloigné, les uns les autres, on travaille sur des thématiques assez différentes, mais finalement très complémentaires. Quand on parle de public éloigné, l'éloignement peut être dû à une situation géographique particulière, par exemple le fait d'être en milieu rural, donc ça ne facilite pas l'appropriation des TIC. L'éloignement peut être dû à une situation sociale précaire, vous l'évoquiez en introduction. Il y a des personnes qui sont malheureusement en situation précaire, ce qui ne favorise pas l'appropriation des TIC et même participe à leur exclusion. Bien sûr. C'est très cher de toute façon d'avoir un ordinateur chez soi. Il y a des solutions qui existent, qui sont malheureusement souvent méconnues. Mais effectivement, le matériel peut avoir un coût. L'éloignement peut être dû à un handicap, Monsieur Guillou en parlera tout à l'heure, un handicap physique, un handicap psychologique. Il y a différents niveaux de freins qui existent. C'est vrai que l'âge, le sexe, les personnes en détention, peut-être les situations les freins culturels sont encore très présents. C'est vrai qu'on parle essentiellement de freins financiers, de freins matériels. Donc, quand on parle de freins matériels, ça peut être le fait d'être équipé chez soi en ordinateur, en matériel informatique, mais aussi de rendre accessible le matériel, c'est-à-dire que je pense par exemple aux personnes handicapées ou aux seniors, le matériel n'est pas forcément adapté à des déficiences, même très légères, à des problèmes d'handicap visuel, de surdité, etc. Donc il y a aussi un effort à faire sur ce matériel et le rendre adapté aux usages particuliers de certains publics. Dans les pays du Sud, il y a certains pays qui peut-être ne se rendent pas compte de la dimension progressiste de l'outil Internet. En fait, ce qu'on pense souvent, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ça vient seulement du fait que l'Afrique, même si elle est donc marginalisée, est quand même intégrée dans le monde. La mondialisation. Non, je ne parlais même pas que d'Afrique. Plutôt sur l'Afrique. Oui, voilà. Non, mais globalement, on peut quand même imaginer qu'il y a des pays qui en sont éloignés, évidemment, parce qu'ils ont un développement économique totalement différent du nôtre, et il y a un coût, effectivement, avec ces outils informatiques, mais tout simplement parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que ça pouvait être un outil favorable à leur développement. Tout à fait, oui, effectivement. Il faut être initié à cela également. Là, effectivement, il y a tout le travail de pédagogie, de formation, pour expliquer ce que peut apporter Internet. Mais là où je fais le lien avec l'Afrique, c'est qu'en fait, l'Afrique, il y a cette population jeune qui est ouverte sur le monde, et cette population en fait est très avide de technologie.
D'où par exemple le téléphone portable. En si peu de temps, l'Afrique... Ça c'est vrai, ça marche très bien en Afrique, c'est vrai. Il y a plein de téléphones portables. Hein. Or, à partir d'un téléphone portable, maintenant, on peut faire aussi la liaison avec Internet. Donc il y a une ouverture en fait sur le monde, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette réflexion. Si on va à la campagne par exemple, il faut quand même bien expliquer ce que peut apporter Internet, et même au niveau de dirigeants, je dirais même. Hein, oui, dirigeants, parce que les potentiels sont là en fait. On se rend compte que très vite, quand vous avez ces nouvelles technologies qui arrivent dans des villages, on l'a vu récemment dans une émission en solidarité, etc., qu'on met l'électricité et tout, boum, évidemment les compétences s'expriment très, très rapidement en fait, et vous avez tout de suite des jeunes qui s'appréhendent la chose, qui vont étudier, enfin bon, ça va très très vite une fois que c'est arrivé. Alors, Julie Bailleul, de quelle façon justement le contenu des sites internet idéalement peut-il avoir une vraie valeur citoyenne et solidaire? Parce que c'est aussi de contenu dont il s'agit, au-delà de l'accessibilité. Je parlerai de contenu et je parlerai d'usage. Et d'usage. Voilà, pour rebondir sur ce que disait monsieur, je pense qu'aussi, même dans nos sociétés modernes actuelles, et notamment dans le secteur associatif avec lequel je travaille très régulièrement, les responsables associatifs ne perçoivent pas l'intérêt d'utiliser les TIC. Parce que ça ne correspond pas à leur secteur d'activité. Voilà, donc ils n'ont pas idée des potentialités offertes par les nouvelles technologies, qui sont très transversales. Voilà. Alors c'est vrai que nous on travaille davantage sur les notions d'usage que d'outils, parce qu'on considère que l'outil n'est pas une fin en soi. Et voilà, même si on est équipé, même si on a l'outil, encore faut-il savoir ce qu'il faut en faire. Voilà, donc le but de l'association à Nice, c'est justement d'adapter les contenus et au moins d'informer les responsables associatifs, mais aussi d'autres acteurs, de collectivités territoriales par exemple, des acteurs universitaires, différents responsables dans tout type de structure, de ce qu'il est possible de faire avec les nouvelles technologies. Et ça passe par des thèmes très divers, que ce soit dans le secteur du handicap, de la ruralité, de l'éducation populaire. On a travaillé notamment l'année dernière sur l'égalité homme-femme. C'est vrai qu'on n'imagine pas, mais c'est vrai que dans le secteur de l'informatique, les femmes sont encore très peu présentes. Donc il y a un gros travail d'information et de sensibilisation à faire. Je pense que c'est une première étape de communiquer sur ces potentialités d'usage. Denis Rakotonoera, est-ce que selon vous justement la pratique d'Internet, eh bien ça facilite aussi le processus de décision de ces peuples à disposer d'eux-mêmes, ces villages? C'est un point important parce qu'Internet donc travaille sur l'information, hein, c'est toute la partie collecte, traitement, information, et pour participer au processus de décision, il faut voir l'information. D'où donc l'importance d'Internet. Et la connaissance, etc. De la connaissance. Hein. Et c'est vrai que par exemple, tout à l'heure on a parlé de rapport homme-femme. Hein. Pour les femmes, c'est un outil formidable. C'est un outil de libération, même, je dirais. Hein. Elles peuvent communiquer grâce à Internet. Et c'est un espace de liberté, je dirais. Un espace de liberté. Dans notre domaine, par exemple, quand il y avait des mouvements sociaux, les différentes organisations se connectaient sur Internet et montaient une opération grâce à Internet. Comme pour le Forum social mondial par exemple. Donc c'est vraiment un outil de liberté, je dirais, hein, mais toujours avec les risques bien sûr. C'est un outil, on peut faire ce qu'on veut, mais je pense que notre rôle, l'association justement, c'est d'apporter justement le mieux qu'il y a dans l'humanité, je dirais. Hein, et vous voyez concrètement, vous avez justement une évaluation du déploiement de vos projets en Afrique, dans les régions, les villages qui le nécessitent, les structures qui le nécessitent. Vous voyez véritablement un effet rapide? L'effet rapide, oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre démarche, hein? Quand on veut créer un site internet pour une association, on a un correspondant donc sur place. Dans le fonctionnement d'AEDEV, en 2 mots, hein, il y a des bénévoles donc, qui travaillent en France et en Afrique. Et certains bénévoles sont donc les correspondants. Alors les correspondants sont sur place, ils connaissent très bien donc, l'outil social sur place, et c'est eux qui sont en relation avec les associations. Donc quand une association demande la création d'un site internet, il va instruire le dossier, je dirais. Hein. Donc il va poser les questions. Internet, pourquoi faire? Que voulez-vous montrer? Quelle image de vous? Quelle action? Quel projet? Donc ça, c'est très participatif. Très participatif. Ouais. Hein. C'est ça qui est important. Et donc c'est eux en fait qui vont eux-mêmes alimenter le site et qui vont présenter en fin de compte le meilleur image d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a rapidement des personnes pigées, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent rien en informatique ou Internet. Vous posez ces questions basiques. Internet, pourquoi faire ou autre, rapidement, ils vous remplissent des fiches, des documents textes, et c'est après seulement, bien sûr, qu'on va aussi les aider à formaliser. C'est-à-dire que quand c'est trop long, par exemple, on va leur dire, personne ne va lire, c'est 15 pages. Oui, enfin, vous leur apprenez à créer un site web, en gros. Hein, il y a des codes que nous-mêmes, néophytes en France ou ailleurs, on ne connaît pas si on ne nous a pas dit, attention, s'il faut 5 clics pour obtenir telle information, etc. Enfin, j'imagine que vous avez une démarche qui ressemble un peu à celle que vous auriez en France. Voilà. Oui. Et pour le retour, donc, une fois que le système est en place, et c'est le nombre de messages qu'ils reçoivent par la suite. Donc on a par exemple des témoignages où il y a des ONG
canadiennes, américaines, françaises qui les contactent. Donc du coup, ils savent qu'ils existent déjà. C'est important. C'est se faire connaître. C'est un formidable vecteur, tout simplement déjà, de communication entre les pays du Sud et les pays du Nord. Ce dont, dans des logiques de co-développement et de développement durable, bien sûr. C'est un peu ça aussi votre démarche. Absolument. Alors c'est un outil très puissant. En même temps aussi, il faut être, disons, un peu prudent sur le fait que si on n'est que consommateur d'Internet, là, si vous voulez, il y a un peu l'impérialisme, je dirais, culturel qui arrive. Ce qui est important, c'est que les personnes produisent du contenu, donc du texte, des documents, des images, et que, de préférence, ils le fassent aussi dans leur langue, même dans leur langue. Voilà, c'est important. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que ça permet, parce qu'il y a toujours cette image un peu néfaste qu'on a des pays du Sud, ce sont des pauvres gens qui sont tellement occupés par la situation économique, par les contingences économiques et sociales de leur pays, qu'on en oublie qu'ils ont une intelligence constructive et créative. C'est aussi l'occasion aussi pour montrer que oui, ils existent aussi sous cette dimension-là, et ça, je trouve quand même que les pays du Nord l'oublient un peu souvent. Quand on rentre aussi dans un peu des démarches un peu d'assistanat à outrance, enfin c'est tout le débat, l'ambiguïté parfois d'une certaine forme humanitaire. Oui, effectivement, il y a notamment l'afro-pessimisme, on va les aider les pauvres parce que ça ne va pas faire grand-chose. Et en fait, dans tous ces pays, il y a un potentiel d'énergie qui reste à exploiter. Et c'est vrai que les moyens manquent sur place, mais avec un peu de moyens, par exemple... Oui, on a déjà la matière grise, c'est déjà pas mal. La matière grise, quand on voit par exemple des ordinateurs en Afrique, rapidement, les PC sont pris en main et donc ça va. Alors Claire Gouni, parlons du Maroc, finalement, on reste un peu sur le continent africain. Lorsque vous avez installé Assoclic, le projet Assoclic, qui est donc... Alors rappelez-nous le concept, c'est de doter... En fait, des associations, c'est un appel à projet. Donc en fait, les associations présentent leurs projets et on leur offre gratuitement des packs informatiques. Donc c'est un ordinateur complet avec les logiciels plus de la garantie matérielle. À condition que cette association, ce projet réponde à des critères précis. Des critères précis. Les critères étant d'avoir un projet d'accès à l'informatique pour les publics défavorisés. Donc il faut que ce soit des projets d'intégration sociale, éducation ou formation. C'est les trois thématiques. Par le biais de l'initiation à l'informatique. De l'initiation à l'informatique, exactement. Donc c'est toujours pour donner des ordinateurs qui vont être faire des petits centres informatiques utilisés par le public aidé par l'association. Et alors comment justement est-ce que vous avez pu procéder à l'évaluation justement de ce projet qui existe depuis 3 ans au Maroc, je crois, c'est ça? Donc là c'est la 3e année, il va être... Donc 1200 ordinateurs, plusieurs 162 associations. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que le but c'est d'équiper les associations, après de les accompagner aussi. C'est pas de lâcher des ordinateurs dans la nature et puis on sait pas trop ce que ça devient. Donc en fait il y a une évaluation qui a été faite... Le matériel c'est quelque chose mais enfin il faut forcément être à côté aussi pour le contenu. Donc à 6 mois après en fait on a fait une évaluation des premiers projets équipés puisqu'il y a eu 2 vagues d'équipements au Maroc. Et donc là, il y a eu un questionnaire et on allait visiter les associations, voir comment ça s'était passé. Et donc on a vu déjà que ça a permis d'équiper, de donner accès à beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de formations qui ont été mises en place. Donc les formations, ça a permis de former 6000 personnes. Donc sur la première année. Et en plus, ça a permis de créer un demi-emploi, donc un emploi à mi-temps par centre en moyenne. Oui, donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas. Oui, ça a même débordé vos attentes, les objectifs. Donc en fait, on s'aperçoit que dès qu'on donne un peu des outils, ça crée une dynamique et les personnes se l'approprient très rapidement et après, il y a plein de choses qui se passent. Alors, Pierre Guilloux, donc là, avec vous, on va voir... On va se pencher sur le cas d'une population particulière, plus ou moins éloignée quand même de l'informatique et les personnes non-voyantes. La norme World Wide Web, le fameux WW, on le disait tout à l'heure, WWW, c'était pénible à dire, avait initialement, ce qu'on ignore, une vocation vraiment d'universalité. Le média web, par nature, en fait, a été créé pour être sans limite, sans frontières et être accessible par tous. Donc, en effet, c'était la nature de ce que voulait faire Tim Berners-Lee, créateur du web et patron du W3C, le fameux organisme international qui gère les normes sur le web. Et en fait, la dérive a été assez rapide, c'est-à-dire les sites internet, de fait, les premiers, avant les années 2000, étaient en fait inaccessibles aux personnes handicapées. D'où la création au sein du W3C d'un département, WAI, Web Accessibility Initiative, chargé de rappeler les bonnes règles de création pour que lorsque vous créez un site internet, tout le monde puisse y avoir accès et pas simplement une personne valide avec un écran et une souris. Mais c'est bien, on parle bien d'un seul site internet pour tous. Voilà. Ça veut dire concrètement qu'il suffit
de mieux codifier, de mieux fabriquer le code de son site avec le langage web, voilà, HTML pour ceux qui connaissent et d'autres. Et il y a des balises, il y a des éléments ajoutés qui n'ont pas été ajoutés finalement. Certainement par manque de connaissances aussi du problème. Ça c'est délité quoi, au fil du temps. En fait, le début du web, ça a été des pionniers, donc des gens qui ont appris par eux-mêmes à créer des sites internet. Et finalement, la première validation que faisaient les personnes, c'est est-ce que visuellement le site est beau et utilisable, et sans tellement se soucier de la problématique qui était mais est-ce que j'ai utilisé la bonne balise pour dire que ce titre est un titre. On a tous l'habitude de faire du traitement de texte et on met souvent un titre de document au milieu du document, sur la première page, en gras et une taille de caractère un peu plus grosse. Et bien ça, vous pouvez le coder avec la balise identifiée pour dire que ce titre est un titre, ou vous pouvez le faire avec d'autres balises, mais qui ne sont pas les balises appropriées. Et dans un cas, visuellement, dans les deux cas, vous avez le même résultat visuel, sauf que pour les personnes qui accèdent autrement au site internet, par exemple avec un terminal braille, eh bien, ils ne sauront pas que ce titre est un titre. Alors, parlez-nous justement de ce fameux terminal braille. Alors voilà, vous l'avez apporté avec vous. Moi, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable. C'est tant qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on se dit comment une personne non-voyante peut-elle être sur Internet. Alors racontez-nous vraiment le principe de ce terminal qui se branche tout simplement sur l'ordinateur. Voilà, avec un port série sur l'ordinateur. Alors, ce terminal braille, en fait, est ce qu'on appelle, d'une manière générique... Peut-être faire un gros plan, voilà, parfait, bougez plus. Une aide technique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la consultation d'un site Internet ou toute information sur un ordinateur se fait toujours avec une aide technique. Quand vous utilisez un écran et une souris, vous utilisez une aide technique pour consulter. Eh bien, une personne aveugle peut avoir, on va dire, deux solutions principales pour consulter. La synthèse vocale, donc un logiciel qui va dire vocalement ce qu'on peut voir à l'écran. Là aussi, il faut que ce soit bien codé. Il faut toujours que ce soit bien codé. Voilà. Il faut toujours que finalement le logiciel qui est chargé de transmettre une information, que ce soit l'écran, la souris ou un terminal braille, eh bien on lui donne la bonne information pour qu'il puisse la rendre à la personne de manière correcte. Eh bien, au lieu d'utiliser une souris ou un écran, on peut utiliser pour une personne qui fait du braille, eh bien un terminal braille qui se branche sur l'ordinateur avec un port série. Alors vous avez, certains sont des vrais petits ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent même être indépendants d'un ordinateur, mais pour celui-là, eh bien la lecture est assez simple en termes d'explication. En fait, il y a possibilité de lire ce que on voit à l'écran, c'est-à-dire que les lettres que nous voyons à l'écran, eh bien, sont recomposés sous forme d'une combinaison de picots. Donc en fait le braille, c'est des 6 picots dans un rectangle, et puis le braille informatique c'est 8 picots. On a ajouté 2 picots pour pouvoir faire d'autres combinaisons en plus. Eh bien chaque lettre c'est une combinaison de ces 8 picots. Là, c'est une plage braille qui a 40 caractères. Donc là, on peut écrire avec, c'est ça? Et on peut écrire. Donc là, la personne, en faisant de gauche à droite sous les doigts, va lire la combinaison des picots lettre par lettre, arriver au bout de la ligne, c'est-à-dire en fait au bout des 40 caractères, et va demander à sa plage braille, donne-moi les 40 prochains caractères que, par exemple, on voit à l'écran. C'est-à-dire, là pour lire, ça veut dire, alors concrètement, c'est que ça se soulève, c'est ça? Voilà, les picots se soulèvent. Et vous reconnaissez celui qui est au toucher. Il forme la combinaison, en fait, lettre par lettre. Et puis alors, on peut en effet rédiger, et là, en fait, la personne brailliste va faire la combinaison des caractères lettre par lettre et va pouvoir rentrer une information, par exemple, dans un traitement de texte que nous utilisons souvent. Est-ce que vous œuvrez également à BrailleNet sur toutes ces normes d'accessibilité, parce que ça fait partie aussi de votre réflexion aussi à l'échelle européenne. Comment est-ce que vous agissez aussi dans le champ véritablement de la réflexion? Alors là, c'est en effet le point clé de l'accessibilité des sites internet, c'est en fait les règles. Et les règles, alors il y a une norme qui est appliquée, qui est définie par le W3C. La problématique d'une norme, souvent, c'est la méthode d'application. Et donc, ce que nous faisons à BrailleNet, c'est que nous avons défini un référentiel, le référentiel AccessiWeb, qui en fait est une méthode d'application des normes. On va voir le site internet s'afficher. Tout à fait, qui en fait est donc tout est téléchargeable sur notre site et consultable par tous. Et en fait, ce référentiel nous est venu du fait que les développeurs, beaucoup de web agencies, d'agences web plutôt en bon français, venaient nous voir en disant je comprends bien les normes, mais dès que je passe au moment de les appliquer,
Qu'est-ce que c'est une image accessible? Qu'est-ce que c'est un lien web accessible? Qu'est-ce que c'est un tableau accessible? Eh bien, j'ai un peu de mal à trouver le bon code ou la bonne règle d'implémentation. Donc, nous avons développé un référentiel et sur cette base de référentiel, nous avons travaillé en France et en Europe pour diffuser ces documents avec des formations, un label et différentes activités. Voilà. Et en Europe, si vous me posez également la question, ce qui est important, c'est l'harmonisation. Bah oui. Puisque c'est une chose que chaque pays développe une méthode d'application, c'en est une autre qu'on ait tous la même méthode d'application. Et donc, BrailleNet en particulier, mais avec beaucoup d'autres acteurs en Europe, on travaille avec la Commission européenne pour développer une norme à l'échelle européenne. Et lorsque vous rédigez vos guides, là vous êtes solidaire des webmasters en fait, vous les aidez parce qu'aujourd'hui c'est pas évident pour un webmaster de se dire il faut quand même que maintenant que je rajoute, que je sois totalement fidèle au postulat de départ qui est de rendre mon site accessible à tous en fait. Ça c'est pas évident aussi. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait comme on a dit tout à l'heure, la problématique c'est que on sort d'une période où les gens ont appris par eux-mêmes et souvent finalement en apprenant par soi-même on fait des choses sans tout à fait respecter la norme. Et donc on rentre maintenant dans une période où il faut former les développeurs en agence web, il faut former dans les écoles, dans les universités, les futurs développeurs et chefs de projet, tout simplement à la bonne manière de coder. Et donc en fait on est dans une histoire de changement d'habitude. Et une fois qu'on a changé les habitudes, donc les esprits, et on retrouve beaucoup de choses qu'on a dit avant, eh bien ça paraît normal de le faire. Est-ce qu'il existe des limites créatives qui peuvent faire qu'un site ne va pas être totalement transmissible à une personne non-voyante en termes de sophistication visuelle, etc. Alors, les limites en fait sont assez faibles, c'est-à-dire que vous avez vraiment une créativité quasi totale du moment que vous utilisez les bons codes. Maintenant, il y a des techniques propriétaires, par exemple tout ce qui est vidéo, tout ce qui est des programmations avec du flash ou autre, qui posent un peu plus de problématiques à être rendues accessibles, tout simplement parce que les aides techniques ont un peu plus de mal. Je sais pas, une vidéo, tout simplement. On voit bien que le premier niveau d'accessibilité, c'est mettre des sous-titres et mettre une audio description, mais on voit bien que là, on n'arrive pas tout de même à rendre à une personne, par exemple aveugle, exactement la même information que lorsque vous voyez la vidéo. Donc là, on atteint bien sûr des limites, mais qui sont dues à la nature de l'information que l'on donne. Est-ce que finalement, on peut imaginer que c'est une façon spontanément de délimiter l'aspect essentiel du site de l'aspect un peu artificiel, c'est que l'information essentielle, fondamentale, elle est transmissible en fait en code. Là, c'est que pour les textes, donc justement le braille. En fait, c'est tout à fait l'aide technique. Par exemple, la page braille va recevoir sous forme de code le texte, en effet, qui est affiché. Mais par exemple, une image sur un site internet, il y a normalement un code pour lui associer une légende textuelle. Et une des règles de bon codage, c'est d'associer une légende textuelle à une image pour justement permettre un accès à l'information essentielle véhiculée par l'image autrement. Eh bien, c'est cette information textuelle qui va être transmise à ce terminal braille et donc à la personne. Et d'un point de vue plus social, philosophique, est-ce qu'on peut dire que véritablement l'accès à Internet, c'est un moyen de lutter contre l'isolement des personnes non-voyantes qui sont quand même très victimes de ce fléau-là? Parce que c'est un handicap très particulier. Bien sûr, l'informatique est vraiment une chance. Alors attention pour les personnes par exemple qui sont braillistes, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes aveugles, pour les personnes qui ont la chance d'avoir un accès à cet équipement qui est très cher à ce jour. Donc si on met de côté, mais en sachant qu'elles existent ces conditions, eh bien une personne qui maîtrise ces éléments, moi j'ai une personne qui travaille dans mon équipe, eh bien elle va acheter ses billets d'avion, de train toute seule, elle va pouvoir consulter un site d'information, les journaux par exemple de votre groupe, ou tout simplement chercher une information sur le web sur un moteur de recherche. Donc être indépendant. Oui, puis recours à l'autonomie, à l'indépendance. Je vous propose qu'on marque une toute petite page de pub et évidemment on revient sur cette discussion passionnante. Oh, can't you see that I've tried my best? But now my heart is a bit of a mess, and I've asked so many girls for a bit of... Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger des féculents à chaque repas. Pour y arriver, vous pouvez consommer du pain, bien sûr, mais aussi des pommes de terre, des pâtes, du riz ou des lentilles par exemple. Pour plus de conseils pratiques sur la nutrition, rendez-vous sur mangerbouger.fr.
Nouveau gel Got2b Fix à pile, fixation extrême. Le premier gel Got2b enrichi en phéromones qui provoque une attraction irrésistible. Nouveau Got2b Fix à pile par Schwarzkopf. Okay. Very good. Souriez, vous êtes en Espagne. La vie a parfois une intensité à laquelle votre budget n'est pas préparé. Sofinco vous offre des solutions de crédit pour adapter votre budget à votre vie. Sofinco, la vie a parfois besoin d'un crédit. Voici une famille qui déjeune à l'abri du soleil. Mais le soleil bouge, et eux aussi. Et comme ils ne s'en aperçoivent pas, ils prennent un coup de soleil. Un coup de soleil, parce que nous sommes humains. Biafinact est un médicament indiqué dans le traitement des brûlures superficielles et peu étendues. Les Monaco ont la pâte la plus fine. Oui, mais plus fin ne veut pas dire plus malin. Ils oublient que si leur pâte est si fine, c'est pour accueillir plus d'emmental gratiné. Et ils se font toujours avoir. Crackers Belin, ils mettent l'apéritif de bonne humeur. Belin, on n'attend plus que vous. Et cet été, avec Belin, gagnez 1 000 € à l'apéritif. Nouveau caméscope haute définition par Sony. Nous voici de retour sur le plateau de Solidarité consacré aujourd'hui à l'accessibilité du numérique à tous les publics et aussi aux vertus citoyennes du web et solidaire. Nous poursuivons justement avec, donc on continue avec le cas particulier de l'expérience de BrailleNet dans l'accessibilité à ce public très particulier des personnes non-voyantes. Vous vouliez intervenir? Oui, c'est pour faire le lien justement de la solidarité avec les handicapés. Notre site AEDEV est géré par une personne qui est myopathe, qui est paralysée. Il commande son PC avec les yeux, c'est-à-dire qu'il a un ordinateur qui a été créé spécialement pour lui, donc il y a une caméra qui capte les pupilles et il commande comme ça l'ordinateur et c'est lui qui crée des sites en grande partie pour nous. Donc c'est personne qui est isolée certes, mais il est ouvert sur le monde parce qu'il crée des sites pour le Togo, pour Madagascar ou ailleurs. Hein. Tout à fait. Deuxième point aussi, pour l'envoi des PC en Afrique, nous sommes en relation avec les centres des handicapés au travail de la ville de Besançon. Donc ce sont des handicapés qui conditionnent les ordinateurs, hein, qui font les tests, qui les nettoient et qui envoient donc les PC en Afrique. Donc il y a toujours la solidarité partout, je dirais. Hein. Et pour accéder justement à ce type de compensation du handicap, c'est dans les codes normalement d'un bon site. Normalement, on a aussi prévu pour ce type de terminaux liés à tout type de handicap. Ah oui, tout à fait. Là, ça me permet en effet de revenir là-dessus sur le schéma. En fait, Internet, c'est quoi? C'est une information qui est stockée sur un serveur sous code numérique et qui est envoyée à un internaute qui le demande. Et le serveur ne sait pas comment la personne va consulter cette information. Donc en fait, l'accessibilité remet au goût du jour qu'il faut laisser la liberté à l'internaute de choisir la manière de consulter l'information. Et l'accessibilité aux personnes handicapées intéresse de plus en plus les opérateurs mobiles
et toutes les personnes qui réfléchissent sur c'est quoi également une personne senior sur Internet, puisqu'en fait, on retrouve tout simplement la même problématique. Une personne qui va accéder par son téléphone mobile ou avec des problèmes de taille de caractère à une information, est-ce que oui ou non, il peut le faire? Voilà, on est dans le même domaine. Un mot pour terminer du serveur Hélène, ça c'est un autre département que le vôtre. Tout à fait. Alors serveur, merci de donner l'occasion d'en parler. Le serveur Hélène, en fait, c'est un projet qui tourne autour du livre numérique adapté. L'association BrailleNet, alors aidée par ministère de la Culture, des entreprises comme Alcatel également, en fait, a permis de créer une bibliothèque numérique à destination des personnes handicapées visuelles. Et aujourd'hui, ça marche, c'est un service qui marche, c'est-à-dire qu'une personne qui est abonnée, qui a un appareil sécurisé et un droit d'accès peut emprunter un livre sous forme numérique, le lire dans les conditions d'un prêt comme toute bibliothèque, et ça à partir de chez elle. Est-ce qu'on peut dire, Gilly Bailleul, que là on commence vraiment à toucher aux confins vraiment de quelque chose d'accompli, d'une prise en compte accomplie et totale de l'accessibilité de l'outil, du moins Internet? Quand on entend M. Guillou, on se dit, il existe, tout est là pour que déjà les publics quand même les plus frappés justement par ce problème de l'isolement par rapport à Internet, qui sont les personnes handicapées, déjà qu'elles y aient accès. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Et on ne le sait pas forcément. Voilà, on ne le sait pas forcément. Moi, je pense que le problème actuellement se situe vraiment dans le manque d'information. Quand j'entendais M. Guillou expliquer justement les projets, les démarches, etc., je pense que, par exemple, les collectivités territoriales ne sont pas forcément informées des outils existants, ne respectent pas forcément les législations, l'accessibilité des sites Internet publics. Je pense que c'est un b.a.-ba, c'est une première étape pour que tout un chacun, même les handicapés visuels, même les personnes atteintes de surdité par exemple, puissent y avoir accès. C'est vrai que M. Guillou a mis l'accent sur l'accessibilité visuelle. Il faut savoir que nous on travaille notamment avec une coopérative web qui s'appelle WebSourd, qui est basée à Toulouse et qui travaille sur les personnes atteintes de handicap surdité. La grande majorité des personnes ignorent que les personnes atteintes de surdité sont très majoritairement illettrées, donc n'ont pas accès à des démarches qui nous paraissent très simples, comme une inscription à la CAF ou une démarche en mairie. Ah oui, puis Internet et en général le numérique, c'est du texte. C'est du texte, faut savoir lire, donc faut savoir s'en servir. Il y a un gros travail à faire là-dessus, et WebSourd notamment, mais il y a d'autres structures qui travaillent là-dessus, équipent par exemple les mairies en webcam qui permettent de faire de la visio-interprétation à distance en langue des signes. Donc ça c'est un autre outil. Moi je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les politiques publiques. C'est vraiment une première étape pour équiper toutes les bibliothèques en terminaux comme celui-ci, équiper toutes les mairies en visio-interprétation, système de visio, que tous les sites web soient accessibles. Bien sûr. Et puis on raisonne toujours en termes de coûts, mais non. Alors justement, Claire Goni, avec l'association Ateliers sans frontières, aujourd'hui, il y a des structures, en l'occurrence cette structure d'insertion, qui reconditionnent du matériel dont les entreprises ne veulent plus parce qu'elles sont peut-être pas, les ordinateurs sont peut-être plus suffisamment à la pointe, mais ça existe et il faut favoriser d'abord aussi dans la perspective de protection de l'environnement également. Oui, enfin il y a deux volets. Il y a la partie en fait où les entreprises aujourd'hui sont obligées de traiter leur ordinateur, c'est pour ça qu'on les récupère. Sinon, je pense qu'on aurait beaucoup moins de chances de les avoir. Et en fait, une fois, tant mieux. C'est ça en fait qui fait qu'il y a une possibilité de réemploi. C'est grâce à la réglementation européenne sur le traitement des déchets. Et après, en fait, il y a aussi le fait qu'il faut que les personnes soient conscientes qu'un ordinateur reconditionné fonctionne très bien. C'est-à-dire que nous, les ordinateurs qu'on récupère, ils répondent à des spécifications minimum qui permettent après d'utiliser l'ordinateur encore 5 ans, voire plus. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont des potentialités énormes dont on ne se sert pas suffisamment. Oui, parce que les entreprises souvent renouvellent leur parc informatique tous les 3 ans. On a besoin de très peu pour faire de la bureautique. Voilà, tout à fait. Donc au bout de 3 ans, l'ordinateur il est plus que bien souvent. Et après, souvent, il y a beaucoup d'associations, surtout en France, qui pensent qu'elles ont besoin de matériel neuf. Et donc le but aussi d'AssoClick, c'est de montrer que le matériel en réemploi fonctionne très bien et a complètement les spécifications nécessaires pour le travail qui est effectué par les usagers au final. Alors justement, Claire Gouny, parlez-nous justement de cet appel à projet maintenant dédié à l'Île-de-France. Oui. Quelle va être la spécificité de cet appel à projet qui a été publié le 30 mai, AssoClick. Donc, qu'est-ce que vous allez demander aux associations comme critères? On imagine c'est un peu différent de ce que vous demandiez lorsqu'ils étaient au Maroc ou pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet appel à projet? Comment est-ce que vous l'avez organisé? Donc, dans les grandes lignes, ça reste très proche du Maroc. Au Maroc, c'est national. Ici, c'est régional. C'est quand même la grosse différence. On leur demande tout d'abord d'être une association, d'avoir des projets, un projet qui soit de l'éducation, de la formation, de l'intégration sociale. Et après, ce qu'on leur demande aussi, c'est d'avoir quand même un
minimum les capacités derrière à faire des formations et à entretenir le matériel. Parce que le problème aussi quand on donne du matériel, c'est qu'après derrière, il faut qu'il puisse être utilisé de manière intelligente et utile pour les publics cibles. Et donc c'est qu'ils nous disent un peu en fait qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme activité pour aller toucher ces publics-là. Si on met un ordinateur devant quelqu'un qui s'en est jamais servi, normalement, il ne va pas apprendre de lui-même. Donc il faut vraiment qu'il y ait les animateurs derrière, pas forcément des formateurs qui vont apprendre des choses très compliquées, mais un animateur qui explique comment fonctionne Internet, comment on va faire du traitement de texte, comment on fait une recherche d'emploi sur le web, tout ce genre de choses. C'est ça, donc ça va être ça, cette dimension intégrative justement de ces projets, qui sont toutes centres de formation à la base. Mais il y a effectivement des nuances, des spécificités différentes. Et là, vous allez en attribuer combien, sur combien de temps? C'est quoi cet appel à projet actuel? Actuel, donc là, le but c'est de distribuer 1000 ordinateurs. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des ordinateurs complets avec les logiciels. Donc c'est prêt à l'emploi, ils arrivent, ils branchent, ça fonctionne. Et on leur donne aussi, on récupère aussi leurs anciens ordinateurs. On s'est aperçu que beaucoup d'associations, elles ne savaient plus quoi faire. Si on les équipe avec du nouveau matériel, l'ancien il finit à la cave. Donc ça on récupère et on leur recycle aussi pour rester toujours dans une politique un peu de développement durable. Bien sûr. Et en fait, cette année, donc les 1000 ordinateurs, ils seront distribués en novembre. Donc ça, on pense que ça fera environ 200 associations, puisqu'on équipe les associations selon leurs besoins. Chacune, dans le dossier de candidature, précise combien d'ordinateurs elle veut. Et donc les associations peuvent postuler sur votre site, assoclic.org. Donc toutes les infos sont sur le site, le dossier a été téléchargé directement sur le site. C'est quoi la date butoir d'ailleurs? Normalement c'était le 15 juillet, mais on va voir si peut-être ce sera le 30. Pour laisser le temps à tout le monde de pouvoir répondre. Oui, puis de prendre connaissance aussi de votre projet, parce qu'il faut aussi diffuser le projet des associations. C'est de diffuser leur message et leur savoir-faire, etc. La vocation du solidaire du numérique, je le disais, c'est aussi de redistribuer ce matériel informatique aux personnes les plus démunies, de rendre accessible. Quels sont les publics qui sont effectivement touchés par ces associations? Ce sont souvent des gens en problème, situation de précarité sociale, économique. Par exemple, en Ile-de-France, vous allez toucher quel type de public? Enfin, vous allez vous attendre à ce que les associations s'adressent à quel type de public? Il y a déjà, il va y avoir, à mon avis, un certain nombre de structures d'insertion, centres d'hébergement, toutes ces personnes qui s'adressent à des publics vraiment quand même très marginalisés souvent, qui n'ont aucun moyen d'avoir accès à Internet ou à l'ordinateur. Et après, il y a une partie qui va être plus éducative, où là, ça va être plus les petites associations de quartier qui vont permettre à des femmes isolées, à des enfants qui n'ont pas forcément accès à l'informatique ou qui ont un accès limité, puisqu'ils n'ont pas la formation. Donc il va y avoir vraiment ces deux axes-là. Et le but, c'est toujours qu'il y ait une formation quand même derrière pour éviter que la personne se retrouve seule face à l'ordinateur. Bien sûr, bah oui, ça, on a bien compris que c'était fondamental. Donc apprendre le numérique aux personnes qui en sont plus éloignées, c'est bien sûr, on le voit, apprendre à manier l'ordinateur, vous venez de le dire, avec aussi des vraies compétences matière grise. Il y a le soft, le hard, cette fameuse complémentarité, mais c'est aussi apprendre à en manier le contenu, à utiliser les logiciels, à surfer sur Internet, à y trouver de l'information futile et utile, à s'y former également, et ça, c'est l'objet de l'association AEDEV. Donc Denis Rakato-Noera, comment est née d'ailleurs cette association de e-développement? Une vieille histoire, je dirais, parce qu'en fait déjà il y a très longtemps, vers les années 80, j'avais fondé une association qui s'appelait Rencontre Télématique Nord-Sud. Et l'idée à l'époque, c'est d'utiliser le Minitel comme outil de communication justement entre la société civile du Nord au Sud. Ah, le Minitel, ça a été une grande époque. Ça Malheureusement, aussi, le Minitel n'a pas percé, n'a pas quitté les frontières de l'Hexagone. Et donc, l'association a été mise en sommeil. Et c'est lors d'un congé solidaire que j'ai fait chez Plain Finance, qui est dirigé par Jacques Attali. C'était là où j'ai vu vraiment la puissance d'Internet. Parce que j'étais là, on est en quelle année? Là, c'est 2000-2001. D'accord. Et là, effectivement, j'ai vu que c'était très puissant en termes de communication et en termes de services, parce qu'il y a des formations en ligne qui étaient mises en place. Et après ce congé solidaire, donc j'ai créé l'association e-développement avec quelques amis, ingénieurs, enseignants ou autres. Et donc l'idée, c'est apporter donc notre savoir-faire aux structures à but non lucratif des pays du Sud. Voilà. Et l'Afrique, parce que vous la connaissiez particulièrement? Parce qu'on la connaît, parce que certains d'entre nous sont d'origine africaine, malgache. Donc c'était pour ça. Et aussi, objectivement, c'est là où la fracture numérique est la plus forte. Oui. Donc c'est là où il faut agir en priorité. Parce qu'on pense vraiment que, même sur le parc d'outils, parce que l'outil c'est pas la finalité, je dirais, mais disons que pour rentrer dans cette modélisation, Internet est un outil formidable.
Et je pense qu'il faut que les Africains s'y mettent pour profiter justement de la mondialisation, ne pas la subir, mais en profiter. Bah, bien sûr. Quels peuvent être quand même les freins à la diffusion de l'informatique dans un continent, un ensemble de pays comme les pays africains? Parce qu'il y en a beaucoup quand même, parce qu'il y a quand même des obstacles à franchir. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, au début de l'émission, il y a les freins qu'on trouve déjà en Europe. Alors imaginez en Afrique, en termes de télécommunication, pouvoir d'achat, en termes de culture d'ailleurs. Culture. Donc les freins sont multiples. Et nous, si vous voulez, petite association, nous on veut être sur le terrain et faire quelque chose. Et je pense qu'il faut avancer, pas forcément dans les grandes conférences où on dépense des millions de dollars dans les conférences avec les avions pour emmener les présidents. Non, c'est pas ça, c'est faire des projets sur le terrain qui fonctionnent. Donc c'est ça notre ambition en fait. Alors parlez-nous de ces fameux centres de formation, de ce centre de formation que vous voulez créer en Île-de-France. Oui. Parce que, un peu comme Ateliers sans frontières, etc., on va à l'international agir et on se dit, tiens, finalement, est-ce que chez nous ça marche si bien? Non, il y a quand même des vraies lacunes et on retourne un peu aussi sur le sol français pour agir, ce qui est votre cas. Oui, c'est vrai qu'on reste quand même dans cette logique nord-sud, dans la solidarité nord-sud. Notre idée, en fait, à travers ce centre de formation, qui pourrait donc accueillir des jeunes plutôt en difficulté, parce que c'est notre cible, c'est plutôt les jeunes qui sont sortis. Ça va se passer à Paris concrètement, vous avez, je crois, approché trois arrondissements déjà. Voilà, donc on est en train de voir ça. Plus marqué par les difficultés sociales et économiques que les autres. Et donc on se rend compte que l'informatique Internet peut être vraiment un outil formidable pour ces jeunes-là. Parce qu'en fait on passe, donc il y a des jeunes un peu désœuvrés, mais on se rend compte que quand vous mettez un outil informatique, ils savent très bien se débrouiller. Et donc l'idée c'est de créer un centre de formation en maintenance informatique et assistance informatique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il y a un créneau, il y a un marché là-dessus. Il ne s'agit pas de former pour former, il s'agit quand même de former pour agir. Et en ce moment on ne se bouscule pas, il y a beaucoup de demandes. Oui, pour l'assistance notamment. Il y a des personnes qui ont leur PC qui souffrent tout seuls en silence, et alors que des personnes pourraient les aider. Ça fait sourire tout le monde sur ce plateau, parce que ça nous rappelle des trucs. On a tous subi à un moment donné quelques et puis cette espèce de grand désert, à qui je m'adresse, qui va m'aider, qui va me comprendre. Et c'est vrai qu'il y a un vrai vide. Vous payez très très cher la hotline. Voilà, et puis il n'y a pas beaucoup de monde dans les hotlines, et il y a souvent beaucoup de pannes simultanées dans une même entreprise. Donc il y a un véritable créneau. Donc l'idée, la particularité, c'est ça, c'est des jeunes plutôt en difficulté, donc qui peuvent être réinsérés par l'informatique. Et votre particularité, c'est qu'on souhaite qu'ils fassent leur stage en Afrique. Alors pourquoi en Afrique? Bon, parce qu'il y a des projets d'abord à UNEV, mais il y a aussi le fait que ce contact avec l'extérieur peut changer la donne. Ah oui. Des jeunes désœuvrés, si vous voulez, que vous envoyez en Afrique, sur le terrain avec des gens à former, où ils doivent montrer leurs compétences, leurs passions ou autres, ça change complètement une personne. Donc l'idée c'est ça. Elle rencontre des personnes plus en difficulté qu'elle-même et elle vient pour apporter un savoir-faire alors qu'on ne lui avait pas donné ce rôle-là en France. Marginalisés ici, ils pensent qu'ils sont bons à rien. Alors qu'arrivés sur place, ils se rendent compte que ils existent. Et donc l'idée, c'est soit ils restent sur place, donc parce qu'il y a un projet à long terme, soit ils reviennent en France. Et avec la compétence qu'ils peuvent avoir sur place, parce qu'il faut voir en Afrique, vous avez quand même peu de moyens. Si vous avez un PC qui tombe en panne, il faut se débrouiller. Il faut savoir ouvrir le PC. Il faut limite pédaler pour le bloc électrogène, parce que parfois il n'y a pas l'électricité à côté. Donc ce sera un jeune qui va revenir, qui sera très compétent, en tout cas pour faire fonctionner un PC. Il y a aussi le relationnel. Il faut savoir parler à des personnes qui ne sont pas de notre culture. Claire Gouni, ça nous rappelle tout à fait ce que fait Ateliers sans frontières. D'abord, atelier d'insertion, on reconditionne par des personnes en précarité, situation de grande précarité, qui sont en contrat d'insertion chez vous, et ensuite vous les envoyez en chantier d'insertion, déployer ce matériel bénévolement en chantier d'insertion, où ils vont installer le matériel, informatique et sportif. On fait du matériel informatique et sportif. Eux après ils partent pendant 3 semaines sur des chantiers à l'international dans les pays du Sud, où là en fait ils vont installer le matériel, aider les publics sur place, et souvent ils en reviennent reboostés complètement pour pouvoir vraiment construire leur parcours en France, et ça fait vraiment un déclic. On est dans la valorisation sur le plan personnel, ce dont on a besoin pour aller plus loin, pour progresser, pour s'insérer. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie Bailleul? C'est magnifique, c'est tout à fait le type de projet que l'association à Nice essaye de repérer, parce que ça me semble être des expériences tout à fait particulières, exemplaires, révélatrices de l'intérêt et des potentialités d'usage offertes par Internet. C'est vrai que c'est exactement le type d'initiative qu'on valorise, dans le sens où finalement l'Internet, les nouvelles technologies ne sont qu'un prétexte à mener un projet humain. C'est vrai que là, par exemple, on organise la semaine prochaine une rencontre Roomix sur ce thème intergénérationnel et nouvelles technologies.
où il y a des projets qui seront présentés, notamment avec des publics jeunes en difficulté, dans des quartiers sensibles de Marseille ou autres, par exemple. Des jeunes, comme le disait monsieur, qui se sentent totalement inutiles, qui sont exclus du système scolaire traditionnel, voilà, qui ont des difficultés dans l'apprentissage, dans la formation. Et le fait finalement de se voir confier une mission, à savoir former les personnes âgées dans une maison de retraite, par exemple, bah, ça leur redonne confiance en eux. Voilà, il y a un travail sur l'estime de soi, sur la reconnaissance d'un travail. Finalement, je pense qu'ils ces jeunes-là font des progrès sur leur apprentissage personnel et sur la dynamique de groupe. Je suis capable de m'insérer dans un groupe, d'être utile. Et les personnes âgées en retour, bah, elles aussi se sentent finalement utiles, parce que malheureusement, il y a des seniors elles vont être plus sur la qualité du contenu, elles vont accompagner les jeunes à organiser leurs propos, leurs discours, par exemple, sur le contenu par exemple, et elles s'abreuvent de toutes les technologies que les jeunes connaissent très bien. Bah, souvent, c'est vrai que c'est dans ce sens-là. Le jeune forme le senior à l'informatique, et le senior en retour transmet ses connaissances, corrige une ou deux petites fautes d'orthographe, raconte son histoire, et voilà, et c'est là que l'échange se fait, et c'est toute la richesse d'expériences comme celle-ci. Voilà, finalement, on oublie un peu l'Internet, on oublie l'outil, et c'est l'humain qui prime. Donc voilà, dernière ligne droite de cette émission, les vertus citoyennes et solidaires, évidemment, de la toile. Justement, quels sont les atouts du réseau, cette fameuse toile? Quelle est sa philosophie qui fait que c'est un véritable moteur qui va dans le sens de la solidarité et de l'humanisme finalement, parce que cette notion de toile, c'est un rapprochement, réseau par nature. C'est cela que vous avez envie de véhiculer, ces dimensions rapprochement des personnes, dynamique du collectif. Quelles sont les autres vertus de la toile selon vous? Bah, c'est vrai que on parle souvent d'Internet comme un outil, il y a une vision un petit peu marketing, commercial, consumériste du net, qui est peut-être de moins en moins vrai, étant donné que le net évolue très vite. Maintenant on parle de Web 2.0, donc en ça, on l'a évoqué tout à l'heure, l'internaute n'est plus seulement passif, consommateur d'informations, mais il devient actif, c'est-à-dire qu'il trouve véritablement sa place sur la toile, dans les échanges, et de plus en plus, effectivement, les réseaux se créent, s'étendent, les échanges se multiplient, il y a beaucoup de transferts de connaissances. Je l'évoquais tout à l'heure, le fait de travailler de plus en plus de manière ouverte, en réseau, de manière collaborative, c'est toutes les vertus, effectivement, de l'Internet qui évoluent justement dans ce sens-là. Est-ce que vous croyez justement que la route est encore longue à parcourir pour dévoiler toutes les vertus de l'Internet? Où est-ce qu'on est en train d'y arriver? Ou que dire de cela? Parce que comme vous dites, on était vraiment tombé dans une dimension consumériste, mais aussi on pointe beaucoup les dangers d'Internet et pas assez sa vocation solidaire. Est-ce que, en fait, vous cherchez aussi à essaimer avec votre association, votre démarche? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez des relais en France, ailleurs, et qui ont envie de prendre vraiment à bras-le-corps la diffusion d'Internet sous cet angle-là? L'association Anis travaille en réseau avec d'autres structures à l'échelle nationale, comme Créatif, par exemple, à Paris, qui travaille sur ces mêmes thématiques. La région bretonne est très active aussi. Il y a un réseau qui s'appelle Librest, qui travaille beaucoup sur ces usages citoyens, et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour insister sur le fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Comme je disais, comme les usages Web 2.0 évoluent très vite, la notion de fracture numérique existe quand même aujourd'hui et peut-être se creuse de plus en plus, étant donné que les personnes qui ont du mal à rattraper le retard, l'apprentissage, les usages des TIC risquent d'être encore plus en marge par la suite. Donc c'est toute la vocation d'Anis, effectivement, que de signaler, d'alerter les différentes structures et notamment les structures publiques sur ces notions encore de e-exclusion qui existent malgré tout. Et Pierre Guillou, comme ça, vous qui travaillez beaucoup sur les normes d'accessibilité, néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que Internet, eh bien, on va endiguer les dangers d'Internet de plus en plus? Ou est-ce qu'il y a un vrai quand même un danger qui reste par rapport aux populations les plus malléables, les plus fragilisées, les enfants, etc. Ou est-ce que c'est un outil diabolique, ou est-ce qu'il faut continuer à croire en Internet? Alors là, je quitte peut-être ma casquette de marionnette. À titre personnel, je pense que c'est une révolution dont on n'a pas fini de voir la finalité. C'est vraiment très intéressant, et pour le public des personnes handicapées, c'est une chance extraordinaire. Alors après, oui, il y a des dérives, mais je dirais que là, ça sort un petit peu du sujet. Non, voilà, mais c'était histoire de montrer que vous avez vraiment une réflexion à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'on y croit très fort, hein, les uns et les autres. Ah bah, l'Europe, par contre, ça c'est sûr, à l'échelle européenne, travaille non seulement sur des normes techniques, mais également sur des normes législatives sur les contenus.
contenu. Pour terminer, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a souligné l'importance d'élargir à tous l'accès aux technologies de l'information et des communications dans un message qu'il a adressé donc à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. C'était le 17 mai 2008. L'ONU, l'UNESCO, maintenant s'engage véritablement pour faire d'Internet un véritable outil humanitaire solidaire. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée sur Direct 8 ou ailleurs, au travail, évidemment. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.